Deuxième partie de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. Et pourtant, t'attendre et tes pieds étaient ma seule vraie occupation de la journée. Il y avait sur notre porte un petit Judas en laiton à travers lequel on pouvait voir de l'autre côté la porte de ton appartement. Cet œilleton, ne souris pas mon amour, aujourd'hui encore je n'ai pas honte de ces heures, était l'œil par lequel je voyais le monde extérieur. Là, dans cette entrée glaciale, avec la peur au ventre, d'éveiller les soupçons de ma mère, je suis restée assise des mois et des années durant, un livre à la main, passant des après-midi entiers à l'affût, tendu comme une corde, vibrant au moindre signal de ta présence. J'étais toujours occupée de toi, toujours dans la tension et le mouvement. Mais cette tension, tu l'apercevais aussi peu que celle du ressort de la montre qui est dans ta poche et qui dans l'obscurité compte et mesure patiemment tes heures, qui accompagne tes pas de son battement de cœur inaudible et sur laquelle ton regard pressé ne tombe qu'une fois sur des millions de tic-tac. Je savais tout de toi. Je connaissais la moindre de tes habitudes, chacune de tes cravates, chacun de tes costumes. Je connaissais et distinguais bientôt chacune de tes relations. Je les divisais en deux catégories, celles que j'appréciais, celles qui ne me plaisaient pas du tout. De ma 13e à ma 16e année, j'ai vécu chaque heure en toi. Ah, quelle folie n'ai-je pas commise. J'embrassais la poignée de porte que ta main avait touchée. Je volais un mégot de cigare que tu avais jeté avant d'entrer et qui devenait sacré à mes yeux parce que tes lèvres l'avaient touché. 100 fois je suis descendu dans la rue le soir en courant sous n'importe quel prétexte pour voir quelle pièce chez toi était éclairée et sentir ainsi ta présence, ton invisible présence, avec plus de certitude. Et les semaines où tu étais en voyage, comme la peur cognait dans mon cœur chaque fois que je voyais ce bon Johan descendre ton sac de voyage jaune. Ces semaines-là, ma vie était morte et n'avait plus aucun sens. J'étais grincheuse et mauvaise. Je tournais en rond d'ennui, veillant toujours cependant à ce que ma mère ne décèle pas mon désespoir en voyant mes yeux gonflés par les pleurs. Je sais que ce ne sont là qu'emballements grotesques et folies puériles que je te raconte. Je devrais avoir honte, mais je n'ai pas honte, car mon amour pour toi n'a jamais été aussi pur et passionné que dans ces excès enfantins. Je pourrais te raconter des heures et des jours durant comment j'ai vécu autrefois avec toi, toi qui me connaissais à peine de vue, car chaque fois que je te rencontrais dans les escaliers et qu'il n'y avait pas moyen de t'éviter, je passais devant toi, en courant, de peur de croiser ton regard de braise, tête baissée comme prête à plonger dans l'eau pour que le feu ne me consume pas. Des heures et des jours durant, je pourrais te parler de ces années que tu as oubliées depuis longtemps, dérouler tout le calendrier de ta vie, mais je ne veux rien t'ennuyer ni te mettre à la torture. Je voudrais juste encore te confier le plus beau moment de mon enfance, et je te prie de ne pas te moquer de son insignifiance, car pour l'enfant que j'étais, c'était infini. Ce devait être un dimanche, tu étais en voyage et ton domestique traînait à travers la porte ouverte de ton appartement de lourds tapis qu'il venait de battre. Ce que portait le bon monsieur pesait bien lourd et dans un excès d'audace, je suis allé vers lui et lui ai proposé mon aide. Il fut surpris mais me laissa faire et c'est ainsi que je vis. Je voudrais te dire avec quelle respectueuse et pieuse vénération l'intérieur de ton appartement, ton monde, ce bureau auquel tu avais l'habitude de t'asseoir et sur lequel il y avait quelques fleurs dans un vase de cristal bleu, tes armoires, tes tableaux, tes livres. Ce ne fut qu'un regard furtif, jeté à la dérobée dans ton existence car le fidèle Johan m'aurait certainement interdit une observation plus poussée. Mais avec ce seul regard, j'absorbais toute l'atmosphère et j'avais de quoi nourrir éternellement mes rêves de toi, ceux du jour comme ceux de la nuit. Elle fut, cette courte minute, la plus heureuse de toute mon enfance. Je voulais te la raconter afin que tu commences enfin, toi qui ne me connais pas, à entrevoir de quelle manière toute une vie s'est accrochée à toi, épuisée en toi. Je voulais te la raconter et cette autre encore, cette heure la plus terrible malheureusement si proche de cette minute d'extrême bonheur. J'avais, je te l'ai déjà dit, tout oublié pour toi. Je ne prêtais aucune attention à ma mère et ne me préoccupais de personne. Je ne remarquais pas qu'un homme d'un certain âge, un commerçant d'Innsbruck, par alliance un parent éloigné de ma mère, venait très souvent lui rendre visite et restait un long moment. J'appréciais cela seulement parce qu'il l'emmenait parfois au théâtre et qu'ainsi je pouvais rester seul, penser à toi, te guetter, toi, mon plus grand, mon unique amour. Bonheur aussi. Or un jour,
Ma mère m'a appelé avec une sorte d'embarras assez insistant pour que je vienne la rejoindre dans sa chambre. Elle avait à me parler sérieusement. J'ai blêmi et senti mon cœur battre très fort. Avait-elle deviné quoi que ce soit ? Ma première pensée a été pour toi, toi le secret qui me liait au monde. Mais ma mère elle-même était embarrassée. Elle m'a embrassé tendrement, ce qu'elle ne faisait jamais, une fois, 2 fois, m'a attiré à côté d'elle sur le canapé et a commencé à me raconter, avec hésitation et gêne, que son parent, qui était veuf, l'avait demandé en mariage et qu'elle avait décidé, principalement à cause de moi, d'accepter. Le sang s'est fait soudain plus brûlant dans mon cœur. Une seule pensée a répandu de l'intérieur, toi. Mais nous restons ici, fut la seule chose que j'ai pu encore bredouiller. Non, nous déménageons à Innsbruck. Ferdinand possède là-bas une belle villa. Je n'ai pas entendu la suite. Je n'écoutais plus. Un voile noir m'est tombé sur les yeux. J'ai su plus tard que je m'étais évanoui. Soudain, j'ai entendu ma mère raconter cela à voix basse au beau-père qui avait attendu derrière la porte. J'avais reculé en écartant tous les doigts de la main et m'étais effondré comme une masse de plomb. Je ne peux pas décrire ce qui s'est passé. Les jours suivants, comment je me suis opposé, impuissante enfant, à leur volonté impérieuse. Rien que d'y penser, mes mains tremblent encore aujourd'hui et n'arrivent plus à écrire. Je ne pouvais pas trahir mon véritable secret. Ma résistance passait alors pour de l'entêtement, de la méchanceté, du défi. Plus personne ne m'a adressé la parole. Tout s'est fait dans mon dos. Ils ont profité des heures où j'étais à l'école pour préparer le déménagement. Quand je rentrais à la maison, il y avait toujours un nouvel objet évacué ou vendu. Je voyais l'appartement et par conséquent toute ma vie se déliter peu à peu, jusqu'au jour où, rentrant de l'école pour déjeuner, j'ai constaté que les déménageurs étaient passés et avaient tout emporté. Il restant les pièces vides, les valises bouclées et 2 lits de camp pour ma mère et pour moi, sur lesquels nous étions censés dormir encore une nuit, la dernière, avant de partir pour Innsbruck. Ce dernier jour-là, j'ai senti avec une résolution soudaine que je ne pourrais vivre sans être près de toi. Je n'avais pas d'autre salut que toi. Comment cela m'est-il venu à l'esprit ? Étais-je capable d'avoir des idées claires en ces heures de désespoir ? Je ne pourrais jamais le dire, mais soudain, ma mère est partie. Je me suis levé et tel que j'étais, en habit d'écolière, je suis allé en face, chez toi. Ou plutôt non, ce n'est pas moi qui suis allé, une force magnétique m'a poussé, jambes raides et membres tremblants, jusqu'à ta porte. Je te l'ai déjà dit, je ne savais pas clairement ce que je voulais. Tomber à tes pieds et te supplier de me garder comme servante, comme esclave. Je crois bien que ce fanatisme innocent d'une gamine de 15 ans te fasse sourire. Mais mon amour, tu ne sourirais plus si tu savais comment autrefois je suis resté dehors, dans ce couloir glacial, paralysé par la peur et pourtant poussé par une force inimaginable. Comment j'ai pour ainsi dire arraché de mon corps mon bras tremblant pour le lever et la lutte a duré l'éternité de quelques secondes effroyables, appuyé sur le bouton de la sonnette. Aujourd'hui encore ce son strident résonne à mes oreilles, ainsi que le silence qui a suivi. Durant lequel mon cœur s'est arrêté de battre et mon sang s'est figé, je ne faisais qu'écouter si tu venais. Mais tu n'es pas venu ? Personne n'est venu. Manifestement, tu étais de sortie cet après-midi-là et Joanne devait faire les courses. Je suis revenu alors comme une aveugle. Cette sonnerie morte dans l'oreille jusqu'à notre appartement dévasté et vide. Je me suis jeté, épuisé, sur une couverture de voyage, harassé par ses 4 pas, comme si j'avais marché des heures entières dans une neige profonde. Mais sous cette fatigue brûlait encore la ferme résolution de te voir, de te parler avant qu'on m'arrache de ces lieux. Il n'y avait, je te le jure, aucune intention sensuelle de ma part. J'étais encore ignorante, justement, parce que je ne pensais à rien d'autre qu'à toi. Je voulais seulement te voir une fois encore, m'agripper à toi. Toute la nuit, toute cette longue et terrible nuit, mon amour, je t'ai attendu. Ma mère à peine couchée et endormie, je me suis glissé furtivement dans l'entrée pour écouter à la porte, si tu rentrais chez toi. J'ai attendu toute la nuit. C'était une nuit glaciale de janvier. J'étais fatigué, mes membres me faisaient mal et il n'y avait plus aucun fauteuil où m'asseoir. Je me suis alors couché sur le sol froid, balayé par le courant d'air de la porte. J'étais allongé sur ce sol douloureux et froid, vêtu de ma seule robe fine, car je n'avais pas pris de couverture. Je ne voulais pas rester au chaud de peur de m'endormir et de ne pas entendre tes pas. Ça faisait mal. Je blottissais nerveusement mes pieds l'un contre l'autre,
À m'en donner des crampes, mes bras tremblaient. Il fallait constamment que je me lève tant il faisait froid dans cette obscurité épouvantable. Mais je t'attendais. T'attendais comme on attend son destin. Enfin, il devait être 2 ou 3 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Puis des pas dans les escaliers. Le froid m'a brusquement quitté, la chaleur m'a envahi. J'ai ouvert doucement la porte, prête à bondir vers toi et à me jeter à tes pieds. Ah, je ne sais pas ce que j'aurais été capable de faire autrefois, folle enfant que j'étais. Les pas se sont rapprochés, la lueur d'une bougie a vacillé dans les escaliers. Je tenais, tremblante, la poignée de la porte. Était-ce bien toi qui venais là ? Oui, c'était bien toi, mon amour. Mais tu n'étais pas seul. J'ai perçu un rire discret et amusé, le froufrou d'une robe de soie et ta voix qui parlait tout bas. Tu rentrais chez toi avec une femme. Comment ai-je pu survivre à cette nuit ? Je l'ignore. Le lendemain matin, à 8h, il m'entraînait à Innsbruck. Je n'avais plus la force de résister. Mon enfant est mort la nuit dernière. Je vais de nouveau être seul s'il me faut vraiment continuer à vivre. Demain, ils vont venir, des inconnus, noirs vêtus, des hommes rudes et massifs. Ils vont apporter un cercueil, ils mettront dedans mon unique enfant. Peut-être que des amis viendront aussi, apporteront des couronnes. Mais à quoi bon des fleurs sur un cercueil ? Ils me réconforteront et me diront des paroles. Mais en quoi pourront-elles m'aider ? Je sais bien, il faudra ensuite que je sois seul, de nouveau seul. Et il n'est rien de plus terrible que d'être seul parmi les hommes. J'en ai fait l'expérience autrefois, lors de ces 2 années interminables à Innsbruck, de mes 16 à mes 18 ans, où j'ai vécu comme une prisonnière, une répudiée au sein de ma famille. Mon beau-père, un homme très calme et peu disert, était gentil avec moi et ma mère, comme pour se faire pardonner une injustice involontaire, prête à satisfaire tous mes désirs. Il y avait des jeunes gens qui s'affairaient autour de moi, mais je les repoussais tous, dans une attitude de défi passionné. Je ne voulais pas vivre heureuse et comblée loin de toi. Je m'enterrais moi-même dans l'univers obscur de la solitude et des supplices que je m'infligeais. Je ne portais pas les belles robes colorées qu'on m'achetait. Je refusais d'aller au concert et au théâtre ou de faire des excursions en joyeuse compagnie. À peine m'arrivait-il de sortir dans la rue, me croirais-tu, mon amour, si je te disais que de cette petite ville où j'ai vécu 2 ans, je ne connais pas 10 rues. J'étais en deuil et je voulais être en deuil. Je m'enivrais de chaque privation que je m'imposais en plus de la privation de ta vue. Et surtout, je ne voulais pas me laisser détourner de ma passion. Je ne voulais vivre qu'en toi. Je restais assise, toute seule, à la maison, des heures et des jours durant, sans rien faire d'autre que penser à toi, encore, que me remémorer sans cesse ces centaines de petits souvenirs de toi, chaque rencontre, chaque attente, et me rejouer ces petits épisodes comme au théâtre. Et c'est parce que je me suis répété un nombre incalculable de fois chaque seconde de jadis que toute mon enfance m'est restée en mémoire de manière aussi brûlante et que je ressens la chaleur et la vivacité de la moindre minute de ces années passées comme si hier elles avaient encore parcouru mes veines. Je n'ai vécu tout ce temps-là qu'en toi. J'achetais tous tes livres. Lorsque ton nom apparaissait dans le journal, c'était un jour de fête. Me croiras-tu si je te dis que je connais par cœur, tant je les ai lus, la moindre ligne de tes livres ? Si quelqu'un me réveillait une nuit et me récitait une phrase extraite de l'un d'eux, je pourrais aujourd'hui, encore 13 ans après, enchaîner avec la suivante comme dans un rêve. Chaque mot de toi était pour moi parole d'évangile et prière à la fois. Le monde entier n'existait qu'en rapport avec toi. Je vérifiais dans les journaux viennois les annonces de concerts ou des premières avec comme seule idée de savoir lequel d'entre eux pourrait t'intéresser. Et quand le soir arrivait, je t'accompagnais de loin. Maintenant, il rentre dans la salle de concert, maintenant il s'assoit. 1000 fois j'ai rêvé cela, parce que je t'ai vu une seule et unique fois à un concert. Mais à quoi bon raconter tout cela ? Ce fanatisme furieux, cette rage contre soi si tragique et désespérée d'enfant abandonné, à quoi bon en parler à quelqu'un qui ne s'en est jamais douté, qui n'en a jamais rien su ? Pourtant, étais-je encore vraiment une enfant ? J'ai eu 17 ans, j'ai eu 18 ans. Les jeunes gens commençaient à se retourner sur moi dans la rue, mais ils ne faisaient que m'ulcérer. Car l'amour, voire le seul jeu imaginaire avec l'amour pour quelqu'un d'autre que toi était pour moi si inconcevable, si étranger, si inimaginable, que la seule tentation m'aurait déjà paru un crime.
Ma passion pour toi restait la même, mais elle se transformait avec mon corps. Plus mes sens s'éveillaient, plus elle était ardente, physique, plus elle devenait celle d'une femme. Et ce que dans son désir confus et ignorant l'enfant qui autrefois avait appuyé sur la sonnette de ta porte ne pouvait imaginer était désormais mon unique pensée. M'offrir à toi, me donner à toi. Autour de moi, les gens s'imaginaient que j'étais farouche et me disaient timide. Je ne baisserais pas les dents pour garder mon secret prisonnier. Mais en moi grandissait une volonté de faire. Toutes mes pensées et toutes mes aspirations étaient tendues vers un seul but. Revenir à Vienne, revenir près de toi. Et j'ai fini par imposer ma volonté, si insensée, si incompréhensible qu'elle a pu paraître aux autres. Mon beau-père avait des biens. Il me considérait comme son propre enfant. Mais je persistais avec un entêtement acharné à vouloir gagner moi-même mon argent et j'ai fini par obtenir d'aller à Vienne travailler chez un parent comme employé d'un grand magasin de confection. Dois-je dire où mes premiers pas m'ont mené lorsque je suis arrivé à Vienne ? Enfin, par un soir d'automne plein de brume. J'ai laissé ma valise à la gare, je me suis précipité dans un tramway, comme il me semblait rouler lentement, chaque arrêt m'exaspérait. Et j'ai couru jusqu'à la maison. Tes fenêtres étaient éclairées, mon cœur battait à se rompre. Elle prenait vie seulement maintenant. Cette ville qui jusqu'alors m'avait été pour moi qu'un vacarme étranger et sans intérêt, je revivais enfin parce que je te sentais tout près de moi. Toi, mon rêve éternel. Je n'imaginais pas qu'en réalité, par-delà les vallées, les montagnes et les fleuves, j'avais été aussi loin de ta conscience qu'en ce même instant, où seule la vitre mince de ta fenêtre éclairée te séparait de mon regard radieux. Je regardais là-haut, toujours là-haut. Là, il y avait de la lumière. C'était là qu'était ta maison. Là que tu étais. Là qu'était mon univers. Pendant 2 ans, j'avais rêvé de cette heure. Elle m'était désormais offerte. Je suis resté devant tes fenêtres toute cette longue et douce soirée sous un ciel couvert, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Alors seulement, je me suis mis en quête de mon foyer. Je restais ainsi devant chez toi tous les soirs. Mon service au magasin s'achevait à 6 heures, un service dur et éreintant, mais que j'aimais. Car toute cette agitation me permettait de ne pas ressentir la mienne avec trop de douleur. Et dès que le rideau de fer grondait derrière moi, je courais directement vers ce but chéri. Te voir, te rencontrer au moins une fois, c'était mon unique volonté, que je puisse de nouveau embrasser de loin ton visage du regard. Et c'est finalement arrivé au bout d'une semaine environ. Je t'ai rencontré au moment même où je m'y attendais le moins. Alors que je guettais tes fenêtres, là-haut, tu as traversé la rue. Et soudain, je suis redevenu l'enfant de 13 ans. J'ai senti le sang monter aux joues, involontairement faisant violence à mon désir le plus intime, qui se languissait de sentir ton regard. J'ai baissé la tête, et telle une bête pourchassée, je suis passé en courant devant toi. J'ai eu honte plus tard de cette fuite d'écolière effarouchée, car désormais ma volonté était très claire. Je voulais te rencontrer, je te cherchais. Je voulais enfin me faire connaître de toi, après toutes ces années d'attente dans l'ombre. Je voulais que tu fasses attention à moi. Je voulais être aimé de toi. Mais pendant longtemps, tu ne m'as pas remarqué. Moi qui pourtant me tenais chaque soir dans ta rue, même sous les bourrasques de neige ou dans le vent mordant et coupant de Vienne, souvent j'ai attendu des heures en vain. Souvent, tu finissais par sortir de la maison en compagnie de des connaissances. 2 fois, je t'ai vu aussi avec des femmes. J'ai senti que j'étais devenu adulte et que mes sentiments pour toi avaient changé au soudain tressaillement de mon cœur qui me déchirait l'âme quand je voyais une femme inconnue marcher sûre d'elle à ton bras. Je n'étais pas surprise. Je connaissais déjà, depuis mon enfance, tes éternelles visiteuses. Mais cela me faisait tout à coup mal physiquement. Quelque chose se tendait en moi. J'étais à la fois hostile à cette intimité charnelle, évidente, avec une autre et attiré par elle. Un jour, fier et puéril comme j'étais et comme je suis peut-être toujours, je suis resté loin de chez toi. Mais que cette soirée d'orgueil et de rébellion fut atroce et vide. Le soir suivant, j'étais de nouveau humblement devant ta maison, t'attendant, attendant comme j'ai attendu tout au long de mon destin, devant ta vie fermée à double tour. Un soir, enfin, tu m'as remarqué. Je t'avais vu arriver de loin et je concentrais toute ma volonté pour ne pas m'esquiver devant toi. Le hasard a voulu qu'une voiture de livraison encombre la rue.
Ce qui t'a obligé à passer juste à côté de moi. Sans en avoir conscience, ton regard distrait m'a effleuré pour devenir immédiatement, sitôt rencontré, l'attention du mien. Oh, comme ce souvenir m'a causé de l'effroi. Ce regard qui s'adresse aux femmes, ce regard tendre qui est le tien, qui enveloppe et en même temps déshabille, embrasse et déjà étreint, et qui a éveillé pour la première fois en l'enfant que j'étais une femme et une amoureuse. Pendant 1 ou 2 secondes, ce regard a soutenu le mien, qui ne pouvait ni ne voulait s'arracher à lui. Puis tu es passé. Mon cœur battait la chamade. Malgré moi, j'ai dû ralentir le pas et, comme une curiosité incontrôlable, m'a fait me retourner. J'ai vu que tu t'étais arrêté, que tu me suivais du regard, et à l'air curieux et intéressé, avec lequel tu m'observais. J'ai su aussitôt que tu ne m'avais pas reconnu. Tu ne m'as pas reconnu, ni jadis, ni jamais. Jamais tu ne m'as reconnu. Comment te décrire, mon amour, la désillusion née de cette seconde, de cette première fois où je subissais ce destin de n'être jamais reconnu par toi, qui a été le mien toute ma vie et avec lequel je meurs. Ne pas être reconnu, ne jamais cesser de ne pas être reconnu par toi. Comment te décrire cette désillusion ? Car vois-tu, pendant ces 2 années passées à Innsbruck, où je pensais à toi chaque seconde et ne faisais rien d'autre qu'imaginer nos premières retrouvailles à Vienne, là-bas, j'avais, au gré de mon humeur, échafaudé les scénarios les plus brutaux comme les plus heureux. Tout était, si je puis le dire ainsi, déjà intégralement rêvé. Je m'étais imaginé dans les moments très sombres que tu me repousserais, que tu me mépriserais, parce que j'étais trop insignifiant, trop laid, trop importune. J'avais parcouru toutes les formes de ta défaveur, de ta froideur, de ton indifférence lors de ces visions passionnées. Mais même au plus noir de mon cœur, dans la conscience extrême de mon insignifiance, je n'avais osé envisager cette éventualité la plus effroyable, que tu n'aies absolument rien remarqué concernant mon existence. Je comprends bien aujourd'hui, tu m'as appris là à le comprendre, que pour un homme, le visage d'une jeune fille, d'une femme, ne peut être qu'une chose extrêmement fuyante. Qu'il n'est le plus souvent qu'un miroir où se reflète tantôt une passion, tantôt un enfantillage, tantôt une lassitude, et qu'il s'efface aussi facilement qu'un reflet dans un miroir. Qu'un homme peut donc ainsi oublier sans aucune difficulté le visage d'une femme, parce que l'âge modifie le jeu de l'ombre et de la lumière, parce que les vêtements d'un jour à l'autre l'encadrent différemment. Les résignées, voilà les femmes qui les premières savent réellement ce qu'il en est. Mais moi, la jeune fille d'autrefois, je ne pouvais pas encore comprendre cette capacité d'oubli qui était la tienne. Car à force de m'occuper de toi d'une manière si démesurément incessante, l'illusion chimérique que toi aussi, tu pensais souvent à moi et m'attendais, c'était peu ou prou insinué en moi. Comment aurais-je pu seulement respirer avec cette certitude que je n'étais rien pour toi ? Qu'aucun souvenir de moi n'effleurait jamais ton esprit. Et ce réveil brutal sous ton regard qui me montrait que rien en toi ne me connaissait plus, que ne se tendait par le moindre fil de mémoire entre ta vie et la mienne, était une première chute dans la réalité, un premier pressentiment de mon destin. Tu ne m'as pas reconnu cette fois-là. Et lorsque 2 jours plus tard, ton regard m'a enveloppé avec une certaine familiarité à l'occasion d'une nouvelle rencontre, une fois encore, tu ne m'as pas reconnu en moi celle qui t'aimait et que tu avais éveillée à la vie. Mais simplement la jolie fille de 18 ans qui 2 jours auparavant t'avait croisée au même endroit. Tu m'as regardé, gentiment surpris, un léger sourire aux lèvres. Tu es passé de nouveau près de moi et de nouveau tu as ralenti le pas aussitôt. Je tremblais, j'exultais, je priais, tu allais m'aborder. J'ai senti pour la première fois que pour toi j'étais vivante. J'ai également ralenti le pas, je ne te fuyais pas. Et soudain, je t'ai senti derrière moi. Sans me retourner, j'ai su que j'allais entendre pour la première fois ta voix adorée s'adresser à moi. L'attente me paralysait. Je craignais de devoir m'arrêter tant mon cœur battait à se rompre. Tu arrivais à mon côté. Tu m'as parlé à ta manière légère et gaie, comme si nous étions des amis de longue date. Ah, tu n'avais pas la moindre idée de ce que j'étais. Tu n'as jamais rien soupçonné de mon existence. Tu m'as parlé avec une spontanéité si ensorcelante que je t'ai répondu immédiatement. Nous avons longé la rue côte à côte, puis tu m'as demandé si je voulais dîner avec toi. J'ai répondu oui. À quoi aurais-je osé te dire non ? Nous avons dîné dans un petit restaurant. Sais-tu encore où c'était ? Ah non, tu ne fais certainement pas de différence entre ce soir-là et les autres soirs, car qu'étais-je pour toi ? Une parmi 100 autres, une aventure, un maillon dans une chaîne indéfiniment prolongée. Et puis quelle raison aurais-tu eu de souvenir de moi ? Je ne parlais presque pas, infiniment heureuse de t'avoir près de moi.
de t'entendre me parler. Je ne voulais pas compromettre un instant ce bonheur par la stupidité d'une question, d'un simple mot. Je te serai toujours reconnaissant de cette heure. Jamais je n'oublierai combien tu as comblé alors ma vénération passionnée. Combien tu as été tendre, léger, plein de tact, jamais importun, sans jamais céder à ces mièvreries caressantes et empressées. Et tu m'as fait dès le premier instant une confiance si sûre et amicale que tu m'aurais également conquise si je n'avais déjà été tienne depuis longtemps, de toute ma volonté, de tout mon être. Ah, tu ne sais pas quel prodige immense tu as accompli ce soir-là en ne décevant pas les 5 années passées à attendre avec mon cœur d'enfant. Il se faisait tard. Nous sommes partis. À la porte du restaurant, tu m'as demandé si j'étais pressé ou si j'avais encore du temps. Comment aurais-je pu te cacher que j'étais prête à me donner à toi ? Je t'ai répondu que j'avais encore du temps. Tu m'as alors demandé, balayant rapidement une légère hésitation, si je ne voulais pas venir un peu chez toi pour bavarder. Avec plaisir, ai-je répondu avec toute la spontanéité de mes sentiments. Et j'ai encore remarqué que le soudaineté de mon acquiescement te déconcertait. Gêné ou content, tu étais en tout cas visiblement surpris. Je comprends aujourd'hui ton étonnement. Je sais que c'est une habitude chez les femmes. Même lorsque le désir de se donner est brûlant, de nier cette disponibilité, de simuler une frayeur, une indignation qui requiert d'abord d'être apaisée par des prières pressantes, des mensonges, des serments et des promesses. Je sais que seuls, peut-être, les professionnels de l'amour, les prostituées, répondent à ce genre d'invitation avec ce même assentiment joyeux, ou alors les toutes jeunes filles complètement naïves. Mais en moi, et comment pouvais-tu le deviner, ce n'était pourtant que la volonté devenue parole, le languissement concentré de milliers de journées qui éclataient. Quoi qu'il en soit, tu étais interloqué. Je commençais à t'intéresser. Je sentais, tandis que nous marchions et discutions, que d'une certaine manière, tu m'examinais de côté, étonné. Ton intuition, si magiquement sûre pour ce qui concerne les affaires humaines, avait flairé ici immédiatement quelque chose d'inhabituel. Un secret chez cette jolie jeune fille sans méfiance. Ta curiosité était attisée et je remarquais à ta façon enveloppante de poser tes questions et d'essayer de sentir les choses que tu voulais percer ce mystère. Mais j'évitais de te répondre. Je préférais paraître sotte plutôt que trahir mon secret.